Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous recevoir dans Grand News. À la une aujourd'hui, la seule fausse note de la soirée aura finalement été la défaite de notre représentant national français. Samedi 11 mai, le chanteur Slimane, révélé en 2016 lors de sa victoire à The Voice, a porté haut les couleurs de la France à l'Eurovision. Malgré une prestation émouvante au possible, le chanteur n'a décroché que la 4e place au concours. Derrière la Suisse, grande gagnante de cette édition polémique, la Croatie et l'Ukraine. La Suisse a donc cassé les codes hier soir, malgré la performance extraordinaire de notre Slimane, qui méritait la première place, mais qui a fini que 4e. Un grand bravo à lui pour son interprétation et de son titre magnifique intitulé Mon amour. On apprend notamment que la politique a tout de même bien pesé sur les résultats. Israël respecte-t-il moins le droit international que la Russie? Pour certains membres de la France insoumise, Israël respecterait moins le droit international que la Russie, vrai ou faux? Élément de réponse dans cette édition. La rave party dans le Maine-et-Loire a tourné au drame aujourd'hui, puisqu'un homme est mort ce dimanche 12 mai, probablement d'une overdose. La fête non autorisée a rassemblé 10 000 personnes. Emmanuel Macron annoncera dès demain, lundi 13 mai, de nouveaux investissements étrangers, notamment dans le secteur de la fabrication de batteries. La Finlande est déjà pensée par une étape d'après, celle du recyclage. Il visitait la place de la Fierté et il a indubitablement décroché. Le chanteur Slimane, représentant de la France à l'Eurovision 2024 en Suède à Malmö, a interprété sur scène sa chanson Mon amour samedi 11 mai, hier donc, pour la finale du concours de l'Eurovision. Crédité d'une place de top 5 par les bookmakers, il a fait honneur à son rang avec un magnifique final au terme d'une prestation épurée qui rappelle dans un autre genre, ce qu'avait fait Barbara Pravi en 2021, nous propose de revivre sa fabuleuse prestation. Mon amour, dis-moi à quoi tu penses, si tout ça a un sens. Désolé si je te dérange. Mon amour, te souviens-tu de nous? Du premier rendez-vous, c'était beau, c'était fou. Je t'aime, je sais pas pourquoi. Je rejoue la scène, mais c'est toujours la même fin qui recommence. Tu n'entends pas ma peine. On en fait quoi? Est-ce que tu m'aimes? Mon amour, je ferai tout ce que je peux. Un océan dans le feu, l'impossible si tu le veux. Oh mon amour, allez reviens à Paris. Fais-le pour nous, je t'en supplie. Je le promets, j'ai compris. C'est toujours la même fin qui recommence, tu n'entends pas ma peine. On en fait quoi? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes?
magnifique, mais magnifique. J'en ai les larmes aux yeux. Après les votes et la victoire de la Suisse, Slimane, qui a fini, je vous le rappelle, 4e, a parlé aux caméras de nos confrères à BFM TV. Il dit notamment être fier. Il était très ému hier soir. J'ai chanté l'amour, j'ai chanté la paix, a raconté Slimane avec émotion et fierté après sa performance. Je vous propose d'écouter Slimane. Je pense que il y aura un avant et un après dans ma vie, pas en tant qu'artiste, en tant qu'homme, parce que j'ai vu à quel point la paix, l'amour, le travail pouvaient gagner en mérite et c'est beau pour nos enfants, pour ma fille, pour tout le monde. J'ai envie de croire en ça. Je disais toujours, quand on m'a dit de venir faire l'Eurovision, je dis moi je veux juste être fier de moi. Et aujourd'hui je suis pas juste fier de moi, je suis fier de nous. Parce qu'en France on a des talents dont on ne mesure pas la quantité. Il y a eu un directeur artistique incroyable, il y a eu une styliste incroyable, il y a eu une chef de délégation incroyable. Je suis très ému parce que j'ai chanté dans ma langue, j'ai chanté l'amour, chanté la paix. Et d'être là où je suis arrivé aujourd'hui, pardon, je suis désolé, je suis très ému, mais c'est pas de la tristesse, c'est réellement de la fierté. Je suis très fier pour Nemo, il méritait de gagner, c'est pas ça l'histoire. Nous on méritait vraiment d'exister, d'être entendus. Et on l'a été ce soir, je l'ai été ce soir. J'espère que vous êtes fiers de moi. Et je pense que il y aura un avant et un après dans ma vie. Pas en tant qu'artiste, en tant qu'homme. Parce que j'ai vu à quel point la paix, l'amour, le travail pouvaient gagner en mérite. Et c'est beau pour nos enfants, pour ma fille, pour tout le monde. J'ai envie de croire en ça, de dire que quand on y croit, quand on fait les choses avec le cœur, ben ça marche. Je suis 4e. Alors oui, je suis pas premier, mais j'ai chanté en français avec une ballade qui parlait d'amour, en ayant gardé mon chemin, ce que je pensais, ce que j'avais dans mon cœur. Et ça, c'est grâce à tout le monde, grâce à tous les gens qui m'ont suivi, tous les gens qui m'ont donné de la force. Pour la petite histoire, ça se fait pas de dire ça, mais j'avais plus de voix hier. Et j'ai reçu tellement de messages, tellement de gens qui me supportaient venant de France et de partout ailleurs. Je voulais juste vous dire merci. J'espère que vous êtes fiers de moi. Nous, on est fiers de nous. Merci du fond du cœur. Une victoire surprise et incontestée, 36 ans après Céline Dion pour la Suisse, Nemo offre le trophée de l'Eurovision à la Suisse. J'espère que ce concours tiendra ses promesses et continuera de défendre la paix et la dignité de chacun dans le monde, a déclaré le gagnant en brandissant son prix. Nemo, un jeune artiste de 24 ans, promet de casser les codes avec une performance plébiscitée par le jury de professionnels. Mais la compétition a conservé son suspense jusqu'à la dernière seconde. Finalement, la Suisse l'a emporté face à la Croatie qui finit 2e. Reportage de Carole Vérove. Une victoire surprise et pourtant incontestée. 36 ans après Céline Dion, Nemo offre le trophée de l'Eurovision à la Suisse. J'espère que ce concours tiendra ses promesses et continuera de défendre la paix et la dignité de chacun dans le monde. Nemo, 24 ans, a su faire entrer dans son monde. Juché sur sa plateforme, l'artiste promet de casser les codes. Une performance plébiscitée par les jurys de professionnels, mais jusqu'au bout, la compétition a conservé son suspense. Soudainement, il y avait tous les points qui sont partis, là, 300 là, 300 là, 300 là, et on a dit, oh, on n'a rien là, on a des castagnettes, et non, à la fin, Une victoire de la Suisse, si symbolique au terme d'un concours émaillé par les tensions autour de la candidate israélienne. En larmes hier soir après sa prestation. Sa chanson a été copieusement huée et sifflée par une partie du public. Le candidat français Slimane, lui, n'a eu aucun mal à faire entendre sa déclaration d'amour. Il remporte la 4e place. J'ai chanté l'amour, chanté la paix. Et d'être là où je suis arrivé aujourd'hui, pardon, je suis désolé, je suis très ému, mais c'est pas de la tristesse, c'est réellement de la fierté. Une fierté partagée par son public.
Ah non, il n'a pas perdu. Il a quand même gagné le cœur des Français, je pense, là, ce soir. La chanson était magnifique, les paroles, elles ont touché tout le monde. Toute la reine des Malmois a chanté avec lui. Ses fans se sont déjà donné rendez-vous l'année prochaine en Suisse. La candidate israélienne Eden Golan a réalisé sa performance sous les huées du public de l'Eurovision samedi 11 mai, une réaction qui était attendue alors que la participation du pays au concours fait débat après des mois d'offensive sur la bande de Gaza en Suède où la finale s'est déroulée. De nombreux manifestants ont apporté leur soutien à la Palestine et appelé au boycott de l'édition. Reportage de Laurent Delon. Petite précision concernant le reportage qui va suivre, qui a été écrit hier et tourné hier d'ailleurs. Regardez. Une voix à peine audible sous les huées du public de l'Eurovision. Eden Golan, la candidate israélienne, s'y attendait. Depuis plusieurs jours, la participation au concours d'Israël en plein conflit avec la Palestine divise. À Malmö, en Suède, où se déroule la finale, de nombreux manifestants sont venus apporter leur soutien à la Palestine et appellent au boycott de l'édition. Si la compétition tient à sa neutralité, de nombreux candidats ont affiché leur désaccord. Tous les pays du monde méritent d'être libres. La Grecque Marina Sati a bâillé pendant la prise de parole de la candidate israélienne Eden Golan en pleine conférence de presse. Le chanteur Jos Klein a choisi de se couvrir la tête avec son drapeau. Le néerlandais a par la suite été exclu de la compétition, non pas pour indifférent avec la candidate israélienne, mais pour comportement inapproprié envers une cadreuse, selon l'organisme qui chapeaute le concours. Enfin, le français Slimane a interrompu cet après-midi sa répétition pour adresser un message de paix. Dans l'enceinte ce soir, tout drapeau autre que ceux des participants sont interdits, comme toute bannière à message politique. La police suédoise reste très vigilante pour garantir la sécurité des candidats et des spectateurs. Après avoir épluché les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, le nom d'Israël figure dans les 229 résolutions depuis la création de l'État hébreu en 1948. La plupart condamnent les réactions militaires israéliennes au territoire palestinien, notamment alors que les résolutions sont telles, comme on le dit Emmanuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise, systématiquement violées par Israël. L'ONU, dans son cas, ne peut donc pas contraindre les États à appliquer à la lettre ces résolutions. Elles sont donc dans l'ensemble très peu suivies des faits. Reportage et explication des vrais ou faux signé Frédéric Fay. Pour certains membres de la France Insoumise, Israël respecterait moins le droit international que la Russie. Israël, c'est pire que la Russie. L'État d'Israël est l'État aujourd'hui qui a violé le plus de résolutions de l'ONU depuis 1968. C'est, je crois, 230 résolutions. Alors, qu'en est-il ? Nous avons épluché les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, une par une. Au total, le nom d'Israël figure bien dans 229 résolutions depuis la création de l'État hébreu en 1948. La plupart condamnent les actions militaires israéliennes, en territoire palestinien notamment. Alors ces résolutions sont-elles, comme le dit Emmanuel Bompard, systématiquement violées par Israël ? Ce qui est sûr, c'est que l'ONU ne peut pas contraindre les États à appliquer à la lettre ces résolutions. Elles sont donc dans l'ensemble très peu suivies des faits. Le 25 mars dernier, par exemple, le Conseil de sécurité émet 7 résolutions sur la situation à Gaza. Le Conseil de sécurité exige un cessez-le-feu humanitaire immédiat pendant le mois du Ramadan qui soit respecté par toutes les parties et mène à un cessez-le-feu durable. Le texte est bien voté par le Conseil de sécurité, mais il n'est pas appliqué. Israël, c'est pire que la Russie. Israël est-il alors moins respectueux de ces résolutions que la Russie ? Sur le site du Conseil de sécurité, nous avons effectivement trouvé beaucoup moins de textes à l'encontre de la Russie et avant elle de l'URSS. Mais cela veut-il dire, comme le suggère Rima Hassan, que Moscou respecte davantage le droit international ? C'est surtout que la Russie, comme l'Union soviétique, a un avantage par rapport à Israël. Elle dispose d'un siège permanent au Conseil de sécurité et donc d'un droit de veto sur les résolutions votées.
chaque fois qu'une résolution à l'encontre de la Russie est proposée par le Conseil de sécurité, la Russie pose évidemment son droit de veto. Je dirais, ainsi que plusieurs experts, que l'on pourrait aller jusqu'au nombre de 300, si ce n'est plus, de résolutions qui auraient pu être émises par le Conseil de sécurité. En clair, Moscou peut bloquer toute résolution qui condamnerait son action. Exemple, en février 2022, lorsque la Russie envahit l'Ukraine. Le Conseil de sécurité planche sur une résolution pour exiger le retrait des troupes russes du pays. Moscou oppose son veto. Faute d'unanimité entre ses membres, le Conseil de sécurité vote finalement un texte pour convoquer une assemblée générale de l'ONU. Si Israël a été davantage ciblé par des résolutions du Conseil de sécurité que la Russie, il est donc trompeur d'en déduire, comme le font Rima Hassan et Emmanuel Bompard, que la Russie respecterait davantage le droit international. Organisée depuis jeudi 9 mai, la rave party dans le Maine-et-Loire, en Loire-Atlantique, se termine par un drame. Aujourd'hui, dans la matinée, un homme d'une trentaine d'années est mort à la suite d'un arrêt cardiaque. Malgré l'intervention des secours présents sur place, une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de la mort de l'homme. Les premiers éléments de l'enquête révèlent que la victime était sous l'emprise de stupéfiants, mais pour l'heure, aucun lien n'a été établi avec son arrêt cardiaque. Laurent Kellaf. Organisée depuis jeudi dernier, la rave party se termine par un drame. Aujourd'hui, dans la matinée, un homme âgé d'une trentaine d'années est mort suite à un arrêt cardiaque, malgré l'intervention des secours présents sur place. D'abord, on ne peut que déplorer le décès de quelqu'un. Donc ça nous a tous choqués, les uns et les autres, évidemment. On a d'ailleurs installé une cellule médicale psychologique. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de la mort de l'homme. Les premiers éléments révèlent que la victime était sous l'emprise de stupéfiants. Mais pour l'heure, pas de lien avec l'arrêt cardiaque. La free party a immédiatement été suspendue suite à ce décès. L'enjeu désormais pour les forces de l'ordre, effectuer des contrôles d'alcoolémie, des dépistages de drogue et gérer l'évacuation des 10 000 fêtards. Triste et perturbé quand même, parce qu'on ne s'attend jamais à une fin comme ça et surtout une fin aussi tragique. Parce qu'on sait qu'il peut y avoir des accidents, on sait qu'il peut y avoir des blessés. Mais de là, un décès, ça peut être quand même assez dur. C'est triste, il faudra qu'un hommage commémoratif lui soit honoré et puis lui soit fait. Et ce n'était pas censé se passer comme ça. Il y a eu un appel au micro pour dire qu'il coupait le son par respect. On n'avait pas forcément besoin de rester, mais ouais, on est triste. Près de 200 personnes ont été prises en charge par les secours. 6 d'entre elles ont été transférées vers un centre hospitalier. C'est le point noir de la voiture électrique, la batterie avec ses métaux rares, polluants à produire. Alors, l'Europe s'est fixé un objectif, les recycler pour réutiliser les métaux qu'elles contiennent, mais les usines, à savoir le fer, sont rares. Les seules opérationnelles se trouvent en Finlande. Les premières étapes du recyclage est de vider toute l'énergie que contiennent les batteries. L'opération est donc très délicate car certaines peuvent être défectueuses et prendre feu, comme nous l'explique Julien Chopin. C'est le point noir de la voiture électrique. Sa batterie avec ses métaux rares, polluants à produire. Alors l'Europe s'est fixé un objectif, les recycler pour réutiliser les métaux qu'elles contiennent. Mais les usines à savoir le fer sont rares. L'une des seules opérationnelles en Europe se trouve en Finlande et elle a accepté de nous ouvrir ses portes. Voilà, tout ça, ce sont des batteries que nous envoient les usines. Dans ces conteneurs, des batteries de voitures attendent par -9 degrés d'être démantelées. Première étape, vider toute l'énergie qu'elles contiennent. L'opération est délicate. Certaines d'entre elles peuvent être défectueuses et prendre feu. S'il y a le moindre problème pendant la décharge, on fait chuter immédiatement la batterie dans un bac d'eau juste en dessous. Parce qu'il y a eu des problèmes ? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé, par exemple ? On a eu des petits incendies. Maintenant, quand ça arrive, on évacue l'unité dans son bac immédiatement. Les batteries sont ensuite démontées, les déchets recyclés. Mais le plus important se trouve dans ces blocs qui contiennent les métaux précieux si disputés. On s'arrête là. Impossible d'approcher. Au-delà, l'air peut être toxique. Elles sont broyées par un procédé mécanique. On enlève les matières ordinaires comme le cuivre, l'aluminium, et on garde uniquement la black mass. Regardez, c'est ça. On y retrouve le graphite, le nickel, le cobalt
le lithium ou le manganèse par exemple. Si Tero Hollander est si ravi de nous montrer ses installations, c'est que son entreprise est l'une des plus avancées du secteur. Fortum, le cousin finlandais d'EDF, champion du renouvelable et pionnier européen du recyclage de batteries. Pourtant, vu d'ici, l'usine semble bien vide. À peine quelques batteries en cours de démontage. Pour l'instant, la plupart sont des batteries neuves qui ont des défauts de fabrication. Les batteries en fin de vie, on n'en a pas encore beaucoup, mais leur nombre va forcément augmenter avec le temps. L'idée, c'est d'être prêt pour quand le marché va grandir. Vous verrez, d'ici un an, vous reviendrez, ça n'aura plus rien à voir. Une promesse qui a de quoi réjouir les 7000 habitants de cette commune en pleine forêt finlandaise. Je pense que c'est bien. Ça crée quelque chose d'innovant, de nouveau dans notre petite ville. C'est une bonne chose. En plus, c'est toujours mieux quand on recycle les ressources de la terre. Mais le vrai savoir-faire finlandais se cache un peu plus au sud, dans cette usine flambant neuve, entièrement automatisée. Ici, les minerais précieux sont extraits de la fameuse black mass via un procédé hydrométallurgique pour être réutilisés. Voilà le liquide final qui contient les métaux qu'on a extraits de la black mass. On les renvoie ensuite aux usines pour produire de nouvelles batteries. À ce jour, il serait moins de 5 sites en Europe à maîtriser cette partie du processus. Alors, l'entreprise finlandaise se verrait bien l'exporter. Une usine comme celle-ci est déjà en projet en Allemagne. Prochain objectif, la France. Nous pensons que nous sommes les premiers et les seuls à maîtriser toute la chaîne, du démontage jusqu'au recyclage de la black mass. À ce jour en tout cas. Et on regarde attentivement comment on pourrait prendre notre part dans ce qui est en train de se construire en France. Bientôt, les matériaux recyclés seront directement envoyés juste à côté dans une gigantesque usine de batteries qui devrait voir le jour d'ici l'année prochaine. Toute une nouvelle industrie au même endroit, c'est exactement ce que la France voudrait réaliser à Dunkerque notamment. Et ici, on en est convaincu, les Français auront besoin du savoir-faire finlandais dans les prochaines années. Et on se quitte donc avec ces quelques images de la prestation de Slimane. La seule fausse note de la soirée aura finalement été la défaite de notre représentant national. Samedi 11 mai, le chanteur Slimane, révélé en 2016 lors de sa victoire à The Voice, a porté haut les couleurs de la France à l'Eurovision. Malgré une prestation émouvante au possible, le chanteur n'a décroché que la 4e place du concours derrière la Suisse, grande gagnante de cette édition polémique, la Croatie et l'Ukraine. Je vous souhaite une excellente soirée, une bien belle semaine et je vous remercie de votre fidélité tout au long du week-end encore. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera le vendredi 24 mai prochain. Je vous souhaite une très belle soirée et merci de votre fidélité. C'est toujours la même fin qui recommence, tu n'entends pas ma peine.